Rouge et Bleu, le podcast 100% SM Caen. Une collaboration Sweet FM Ouest France avec la participation de Foot Normand. Un épisode animé par Joris Marin. Salut à tous, l'équipe du podcast Rouge et Bleu vous souhaite une belle et heureuse année 2025. Podcast consacré au Stade Malherbe-Caen, lancé par la radio Sweet FM et par le journal Ouest France avec la participation de Foot Normand. Place au 39e numéro. Nous revoici déjà, on devait relancer la machine le 13 janvier, sauf que le Stade Malherbe a changé de coach fin décembre. On a donc décidé d'anticiper notre retour pour vous expliquer et analyser cette période d'instabilité. Moi qui pensais revoir Gaëtan Briard de Ouest France vers la mi-janvier dans ce studio, pas avant, c'est manqué. Salut Gaëtan. Salut Joris, c'est un grand plaisir de te revoir de façon anticipée. Pareil, je te souhaite le meilleur pour 2025, ça vient du fond du cœur. Tout pareil. Santé, amour et prospérité pour 2025 pour toi, Mathieu Biot de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut tout le monde. T'as vu, là aussi c'est sincère. J'y crois. En tout cas, doucement en 2025 sur les changements de coach, Mathieu, parce que sur les 6 derniers mois, il y a eu de la nouveauté sur le banc de QRM, du FCR et du SMC. Ouais, même on peut même aller plus loin si on veut. Même dans les clubs régionaux, il y a beaucoup de mouvements. À tel point, quand on organise des élections de meilleurs coachs, sur les 5 sélectionnés, il n'y en a quasiment plus un en poste. Ce qui décrédibilise un petit peu le truc du coup. Ça les remet dans la lumière, c'est bien. C'est bien. S'ils cherchent un boulot comme ça, c'est bien. On parle d'eux. Toujours pas de changement WAC. C'est pas prévu. Non, je suis pas dans la confidence. C'est pas exactement la même politique chez nos amis à vrai. Une belle et heureuse année également à toi, Morgane Huguen de Ouest France. Salut Morgane. Salut Joris, salut et tout le monde. Un joyeux anniversaire en retard de vive voix parce que c'était le 24 décembre. Ouais, merci beaucoup. On t'a pas... 30 ans. 30 ans en plus, ouais. La vieille. Nouvelle dizaine. Ça va le mal de dos, l'asiatique Non, ça va pour le moment, ouais. Pas de tout ça. Je vais vous citer Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Comment être à la hauteur du podcast derrière ça ? On verra. Vous êtes un peu nos Jacques Brel du podcast. Émission en tout cas dédiée à la situation sportive du SMC. 2025 commence avec un nouvel entraîneur sur le banc et avec une nouvelle défaite. 1-0 face à Clermont. Les Rouges et Bleus ont désormais 5 points de retard sur le premier non relégable. Pourquoi la collaboration avec Nicolas Sub n'aura duré que 13 mois ? Est-ce un immense gâchis ? On va en débattre. Un coup de cœur aussi, celui de Gaëtan Briard sur l'arrivée de Reda Hammach. Allez, on donne le coup d'envoi de l'émission. C'est parti. Zou. Ce vendredi 3 janvier pour la première de Bruno Balthazar sur son banc, le SMC a subi sa 4e défaite de suite, toute compétition confondue, battu 1-0 à la maison par Clermont. Malherbe Morgane Huguen puni en fin de match en raison, une nouvelle fois, d'une erreur de sa défense. Oui, c'est ça, c'est le schéma qui se répète avec des erreurs individuelles ou collectives qui mettent finalement l'équipe en difficulté. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu de grands changements, je trouve, dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir une équipe qui avait commencé très très fort. Et on a vu une équipe de Malherbe qui, justement, les 20 premières minutes était mal, avait peur même, de se prendre, je pense, un but très vite et d'être encore plus mal. Il aurait pu y avoir 2-0 pour Clermont au bout de 10 minutes de jeu. Mais il y aurait pu aussi après avoir 2-0 pour Caen dans l'autre sens jusqu'à la mi-temps, parce qu'après, on a vu une équipe qui est vraiment allée de l'avant. Je trouve offensivement, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça aussi. Finalement des bonnes choses, même si c'était Clermont en face. C'est oui, pas l'équipe la plus en forme de cette Ligue 2. On voyait bien que c'est deux équipes un peu malades et que chacune avait peur de prendre ce but qui pourrait la mettre en difficulté, la faire perdre. Et voilà, et finalement Malherbe est puni alors que clairement on se voyait aller vers un 0-0 et que ça méritait pas mieux. Mais voilà. Ouais, ce qui est difficile et ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'en plus de voir une équipe qui n'est pas en confiance clairement, on voit une équipe qui prend des coups sur la tête un peu plus chaque fois. L'année 2024 s'était terminée par une défaite en fin de match en Coupe de France. L'année 2025 commence par une défaite en fin de match en Ligue 2. À chaque fois, c'est dans les dernières minutes, ça vous remet la tête sous l'eau dans une période où vous êtes déjà pas bien. On se dit dans cette situation-là, avec un Malherbe qui est barragiste en Ligue 2, qui n'a pas d'autre issue a priori au coup d'envoi que de voir une équipe conquérante qui va avancer sur son adversaire, qui va être présente dans les duels, qui va mettre de l'impact parce qu'elle a peut-être pas autre chose à proposer, et puis on voit pas ça. Alors derrière, il faut arriver à analyser ça. C'est un peu troublant parce qu'on se dit mais comment c'est possible ? Est-ce que les joueurs ne sentent pas l'urgence ? Moi je pense qu'il y a aussi la crispation qui gagne beaucoup cette équipe-là. Cette équipe-là, elle s'est mise dans cette situation-là et elle se retrouve un petit peu dans une situation similaire à celle qu'elle a connue les saisons précédentes. C'est-à-dire que on
n'ose plus faire les choses. Même si Morgan l'a dit, moi j'ai trouvé qu'il y avait eu des bons passages dans le jeu, mais seulement des passages, avec Lorenzo Raggio, avec Tidiam Gomis qui a montré des choses, mais dans la conclusion, ça reste quand même, il y a des actions très symptomatiques, notamment celle de Bilal Brahimi, je trouve, qui ne fait pas la passe et qui rate son face-à-face. Je trouve que c'est très symptomatique d'une équipe qui va pas bien. Juste avant la pause, il y avait deux options, tirer ou faire la passe. Malgré tout, il a beaucoup regardé à sa droite, il a beaucoup regardé Tidiam Gomis, mais il a pris la décision de tirer. Malheureusement, pas de but. Mathieu Billot, pas de choc psychologique tant espéré par les dirigeants du SMC. Le fameux choc. Avec tu changes de coach et tu te dis il y aura une équipe transfigurée, non. Non, moi aussi je m'attendais à un tout autre match parce que je me disais qu'avec un changement de coach, les joueurs du coup se retrouvent plus sur le devant de la scène. Avant, c'est souvent le coach qui prend les coups. Et souvent, quand on change de coach, ça passe aux joueurs. Donc là, je me disais qu'ils allaient se bouger un petit peu plus. Ce fut très très loin d'être le cas. En seconde période, j'ai presque eu le sentiment d'assister des fois à un match amical. Des deux côtés d'ailleurs, parce que c'était pas non plus fifou du côté de Clermont. Tu t'es cru début juillet. Mais je me suis dit, ça se trouve, on a changé. La saison elle commence en mars, puis on débute le premier match de préparation tranquille. Mais non, visiblement, en regardant le classement après, c'est pas ça. Non, du coup, ça pose des questions. C'est vrai, est-ce que, comme dit Gaëtan, c'est la crispation qui gagne les rangs, ou est-ce que, plus inquiétant, c'est le niveau de cette saison, de cette équipe? Et là, du coup, c'est flippant parce que ça veut dire que, vu la situation au classement, ça va être très très compliqué pour s'en sortir. Avec, il y avait déjà quelques absents avant le match. Emmanuel Entim qui ne finit pas sur blessure. Une énième blessure. J'ai reçu un message. Blessure ou crampe? Enfin, toujours est-il qu'il n'a pas fini le match, en tout cas. Crampe à la 50e minute. Faut espérer si c'est le cas, c'est pas très rassurant. Faut espérer que c'est une blessure d'ailleurs, c'est plutôt qu'une crampe. Mais du coup, on m'a dit, tiens, l'équipe qui a fini le match, elle est quand même pas folle et tout. Moi, franchement, ce match, il m'a plus inquiété encore que les matchs précédents parce que je m'attendais vraiment à une réaction et une équipe, c'est vrai qui envoie dans l'intensité dans les duels et c'est pas du tout ça. Et donc au final, même si c'est dans les dernières minutes, j'ai presque envie de dire, quand vous jouez pas, vous faites punir. Ouais, puis la concentration aussi. Enfin, en fait, depuis le début de saison, on n'a pas vu, j'ai l'impression, un match où Malherbe est concentré de A à Z. Il y a toujours ces erreurs d'inattention. Et là, le but, c'est clairement ça. Enfin, même le coach de Clermont l'a dit. Non, c'est le coach quand même de Malherbe qui l'a dit. Mais bref, ils leur ont donné ce but. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. En fin de compte, c'est même pas Clermont qui a attaqué outre mesure pour aller chercher l'ouverture du score, quoi. Un but encaissé par Anthony Mandrea et non par Yanis Clémencia, puisque Mandrea est de retour dans les buts depuis l'arrivée de Bruno Balthazar sur le banc du SMC. Ça, c'est un changement notable. C'est le premier vrai choix fort de Bruno Balthazar depuis qu'il est à la tête de cette équipe. C'est un choix fort sportivement, c'est un choix fort aussi humainement par rapport à ce qui s'est passé pendant la trêve, par rapport aux déclarations d'Anthony Mandrea, notamment sur sa volonté de quitter le club. D'ailleurs, est-ce qu'il veut encore partir? Est-ce qu'il veut toujours partir? Il a temporisé, il a été interrogé dessus. Moi, j'y étais pas, Morgan et Mathieu y étaient. Il a été interrogé sur le sujet, j'ai vu l'extrait. On sent bien qu'il est embêté, il fait semblant d'être en capacité d'assumer les choses et de dire j'ai pas de problème avec ce que j'ai dit. Il a reçu un accueil très froid, pour ne pas dire plus, du public. À juste titre à mes yeux, parce que c'est quand même délicat ce qui s'est passé pendant la trêve. Il se retrouve numéro 2, il clame son envie de partir et puis finalement il est repromu numéro 1 et puis la vie suit son cours. On peut pas en vouloir aux supporters dans ce contexte-là, d'en vouloir aux joueurs, surtout dans un contexte où vous vous retrouvez dans une situation, même si peut-être que tout le monde n'en a pas conscience, de sauvetage du club. On est vraiment dans un contexte où il faut sauver ce club-là d'une relégation en nationale. Donc c'est un choix fort du coach. Moi je trouve qu'il a fait un match très complet jusqu'à la 89e minute. Parce que je trouve que sur l'action il a absolument pas à faire ce qu'il fait, à déserter son but. J'ai trouvé que le reste de son match était cohérent. Il fait un super barret aussi notamment. Ouais. Pour le moment, le changement de coach n'a pas encore eu d'effet au SMC. Même s'il ne se voile pas la face, le nouveau technicien des Rouges et Bleus a vu de belles choses sur lesquelles s'appuyer. Écoutez sa réaction d'après-match. Je trouve qu'on a montré déjà une réaction qualitative aujourd'hui, qualité de jeu, d'organisation, beaucoup de petits détails tactiques que je suis content, la ligne défensive, combien d'hors-jeu, clairement ils ont été surpris avec la quantité d'hors-jeu qu'on a créé avec notre organisation, la qualité avec ballon, la patience avec ballon, attendre les moments justes pour attaquer, pour percuter. On a fait ça, mais encore
le résultat, il dit une chose différente. Mais moi, comme coach, je dois être concentré et focus dans tous les métiers qui sont les plus importants maintenant. C'est de vider la tête des joueurs, de donner confiance et de donner tous les détails qu'ils ont besoin pour performer. Et peu à peu, ils ont commencé à montrer, mais on doit être consistant et efficace. Être plus consistant et plus efficace dans les deux surfaces de réparation, Mathieu Billot. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et ça sera demain. Non, faudra faire des prestations, je pense, d'une toute autre teneur pour que Malherbe se sorte de la situation dans laquelle il s'est mis. Bon voilà, le coach, ce nouveau coach, il est là depuis une semaine, il avait fait 5 séances d'entraînement, donc moi j'ai rien vu de particulier sur le match, hormis le choix effectivement d'Anto Mondrea par rapport à Yanis Clémentia, mais j'ai rien vu de particulier. En plus par rapport aux absents, la recrue qui venait d'arriver qui était pas encore alignée, donc c'est difficile de voir l'impact. On verra ça dans les prochaines semaines, les prochains matchs. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change pas, peu importe le coach, c'est que pour gagner les matchs, faut courir, faut mettre de l'intensité dans ses courses, faut disputer des duels, les remporter. C'était pas trop le cas avant, et j'ai pas trouvé que c'était trop le cas non plus vendredi soir. Donc faudra le corriger vite quand même, parce que on est quand même resté. Moi, j'ai encore en souvenir ce match contre Dunkerque où vous êtes pris quand même une leçon, une vraie leçon. Alors encore une fois, par l'une des plus belles équipes de Ligue 2 que je n'ai jamais vues, mais qui est deuxième de Ligue 2. Ouais, mais en qualité de jeu, je veux dire, c'est fou de jouer comme ça. Avec un coach portugais. Ouais. Mais du coup, faut vraiment que Malherbe se bouge sérieusement là, je pense, parce que c'est très très inquiétant. Et du coup, je hâte de voir s'il y a quelques retours de blessures, les choix, même la recrue, si elle sera alignée en défense là. Alex Moussonda, si je me trompe. Tout à fait. Défenseur gabonais de 24 ans, prêté par Limassol, ouais. Qui a disputé quand même 12 matchs de Coupe d'Europe la saison passée. Non, mais voilà, moi je le connais pas le joueur, donc je vais pas le juger. On va attendre qu'il soit aligné sur plusieurs matchs pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise recrue. Toujours est-il que de toute façon, oui, il y a besoin un peu de sang frais aussi dans cette équipe-là. Donc les prochains matchs vont être très très important. Ouais. Parce que la situation au classement, elle est inquiétante. Malherbe, toujours 16e de Ligue 2, en position de barragiste, à égalité de points avec le 17e Ajaccio, Caen qui a désormais 5 longueurs de retard sur les deux équipes qui le précèdent au classement, Clermont et Rodez. Là, il y a urgence. Il y a urgence. Je me suis dit en quittant le stade vendredi soir et en regardant le classement que depuis que je suis gamin et que je vais dans ces tribunes-là, jamais Malherbe ne s'était retrouvé dans cette situation-là. Et du coup, mon cher collègue Valentin Pinault a fait l'effort de fouiller dans les archives. 1972-1973, la dernière fois qu'à mi-championnat, en Ligue 2, au deuxième échelon français, Malherbe s'est retrouvé avec 5 points de retard sur le premier non relégable. Ça en dit long sur ce qui est en train de se passer. Ça et en cette dit long sur la saison-là, situation Malherbe d'urgence. était descendu. Ouais. Alors dans un autre contexte de championnat, c'était la division 2 par groupe, c'était complètement autre chose. Mais en tout cas, il y a urgence. Moi, je suis un peu plus persuadé depuis vendredi soir que sans un mercato bien senti et sans des apports très concrets de joueurs, cette équipe-là risque de trembler jusqu'au printemps. Parce que moi, on parlait de la première mi-temps tout à l'heure. Première mi-temps avec un nouveau coach. On peut penser, comme l'a souligné Mathieu, que les joueurs vont se remobiliser. Moi, j'ai vu un milieu de terrain complètement décimé. J'ai vu des espaces entre les lignes assez incroyables sur un début de match. Ça veut dire que sans apport concret et sans notamment joueurs capables de faire la décision offensivement et aussi à travers peut-être l'arrivée du défenseur central, quelqu'un qui est capable de solidifier cette défense et puis d'avoir un peu de leadership, ça va être très très compliqué pour cette équipe. On a vu, Mathieu le soulignait aussi, on a vu au moins 4-5 équipes depuis le début de saison largement supérieures à Malherbe dans le contenu. Par contre, moi j'ai pas vu d'équipe en dessous de Malherbe. Martigues. Ouais, Martigues, non. Honnêtement, le match à Martigues, non. Malherbe s'est fait bouger sur la première mi-temps. Il le gagne sur un malentendu en deuxième mi-temps. Est très flatteur, ouais. Martigues qui vient de gagner au PFC. On pensait qu'il y avait déjà 3 points du Stade Malherbe. Il y a encore 2 ou 3 Ajaccio. journées qu'il y avait déjà une équipe de condamnés. C'est plus le cas. Donc attention, cette Martigues équipe-là est à l'abri de rien. Martigues va jouer dans son stade maintenant, donc ça peut aussi changer sa phase de retour. C'est plus sympa que de jouer à Guignon, effectivement. Exactement, je pense. mais pour moi aussi, pour compléter un peu, où je trouve qu'il y a urgence aussi, c'est que quand on regarde le calendrier, le mois de janvier aussi, là, que s'apprête à vivre, même si on va jusqu'au 1er février, le déplacement à 3, pour Malherbe est très important parce qu'on a un nouveau coach qui certes n'est pas là depuis longtemps et qu'il lui faut peut-être du temps, mais il faut aussi que les joueurs réagissent tout de suite, ce qui n'a pas été le cas là ce week-end, mais parce que tu vas jouer Grenoble à domicile
et Grenoble qui est à 6 points devant toi. Donc si tu les perds, tu les mets aussi à 9 points. Qui a changé de coach récemment. Qui a changé aussi de coach, voilà. Je sais même pas si ils ont officialisé leur nouveau, parce que je suis même pas sûre qu'ils avaient. Non, c'est ils n'ont pas trouvé. Oswald Tanchot n'est plus en poste. Et malgré tout, ils ont gagné. et derrière, tu vas avoir le déplacement à Ajaccio. Qui a aussi changé de coach. Qui a aussi changé de coach et qui est actuellement 17e avec le même nombre de points que toi. Donc voilà, tu as aussi un enchaînement là qui va être très très important. Et on en revient à l'urgence de la situation. On est le 6 janvier, donc moi je ne juge de rien avant de voir. Le mois de janvier est crucial, Morgane l'a dit. J'espère qu'on verra une recrue sur le terrain, soit contre Grenoble, soit à minima à Ajaccio. Parce que ce mois de janvier, c'est un tournant. Si on voit des recrues arriver qu'à la fin du mois et qu'elles jouent pour la première fois en février, je crains que ce soit trop tard. Mathieu voulait des recrues. Il nous l'avait dit au mois de décembre et pas une seule recrue. Je confirme. Moi, je veux rien du tout personnellement. Hein. Moi, pour le moment, je vais pas dire que tu es gâté, mais le mois de janvier a commencé plutôt fort à ce niveau-là avec l'arrivée d'un défenseur central. Ils ont dégainé avec une recrue assez rapide, donc je pense, j'espère en tout cas pour Malherbe sera en mesure de jouer le week-end prochain. Voilà, je me rappelle ce que j'avais dit dans le précédent numéro. Je pensais qu'il fallait 3 à 4 titulaires indiscutables dans l'équipe. Pour un mercato d'hiver, je maintiens que je suis un petit peu dans les mêmes eaux. Au moins un milieu de terrain, également un attaquant, le fameux excentré. Quand je vois le match, je me dis qu'un deuxième attaquant complémentaire d'Alex Mendy serait pas un luxe. Qui n'a pas marqué depuis début novembre en Ligue 2, Alex Mendy. Voilà, on peut pas non plus tout lui demander. Et puis on va pas revenir sur les innombrables épisodes qui a lieu en première partie de saison. Peut-être aussi, alors il faudra voir Yann M'Vila, je sais pas quand il va revenir et dans quel état. Et voilà, parce qu'on peut dire que le poste de sentinelle lui est quand même destiné, mais c'est vrai que des fois un milieu de terrain, enfin même déjà je regardais le match, je me disais il faut peut-être un latéral gauche parce que je pense qu'il y a des jeunes là qui ont pas. Tout dépend de l'état de l'infirmerie en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Quentin Lecoche n'est pas là, à ce poste-là, ça se voit énormément. Il y a des joueurs que voilà. Le retour à noter tout de même de Lamine Sy, remis donc du coup, sa rupture des ligaments croisés. À un moment, je sais que Nicolas Sauve avait parlé d'un latéral droit parce que c'est vrai que malheureusement il avait Val-Henry et Lamine Sy qui étaient en même temps sur le flanc. Là du coup il va les avoir tous les deux opérationnels, même si voilà, Lamine Sy revient quand même d'un croisé, donc voilà. Il y a aussi peut-être qu'on y reviendra plus tard, le volet mercato, car c'est un garçon qui est en fin de contrat en juin et qui à date n'a pas prolongé, donc ça va peut-être aussi tout ça s'en mêler. Mais oui, il faut 3-4 recrues et surtout, alors je l'espère avec Alex Moussouanda là, qui vient d'arriver, il faut que ce soit des titulaires indiscutables qui apportent une plus-value, pas juste des mecs qui sont là pour passer 6 mois en Normandie, parce qu'il y a vraiment besoin. Et même je crois que c'est Gaëtan qui le disait à l'instant, il faut que ça soit aussi un petit peu des leaders, faut pas que ça soit que des jeunes qui soient prêtés, qui viennent faire 6 mois pour s'aguerrir en Ligue 2, parce que là, quand vous jouez le maintien, je me rappelais du coup ce qui s'était passé il y a 4-5 ans. Alors, on l'a revu parce que comme c'était quand Clermont, sur les réseaux sociaux, la Ligue a repartagé le penalty de Benjamin Janot et après une grosse faute. Et la faute sur Gonzalez. Alors même si ces joueurs-là avaient été beaucoup critiqués à l'époque, bon, au final, si je me souviens bien, c'est Prince Onyongue qui met le premier but. Bon, c'est Anto Gonzalez sorti du banc qui avait été mis à la CAF pendant quelques semaines qui arrache le péno, et Benjamin Janot qui a été souvent aussi critiqué qui met le péno sans trembler alors qu'il avait l'avenir de tout un club sur les épaules. Donc bon, dans ces moments, que vous les avez pas, ces joueurs-là. Ben non, aujourd'hui c'est ça qui à l'époque, il y avait des joueurs qui étaient sur le banc parce qu'ils étaient en méforme ou ils pouvaient pas enchaîner les matchs, mais des leaders potentiels comme Anthony Gonzalez. Mais qui s'étaient un petit peu réveillés et peut-être qu'on les a et qu'ils ne se sont pas révélés, pas encore. Là sur le banc, vous avez de la jeunesse en fait, vous avez essentiellement de la jeunesse, on les voit pas. Et moi, ce dont Malherbe a besoin à mes yeux, c'est bien sûr des profils un peu spécifiques pour essayer de faire la différence, mais c'est aussi des joueurs qui redonnent de la vie à cette équipe et qui apportent un élan. Ça va jouer sur le mercato, aussi sur les retours de blessures. Quentin Lecoche, Yann M'Vila potentiellement, Brahim Traoré. Dans quel timing ils reviennent ces joueurs-là, c'est aussi un des enjeux quand même. Et dans quel état de forme quoi, c'est ça, c'est toujours pareil. Mais Moussouanda peut-il être titulaire, et si oui, à la place de qui? La réponse elle est évidente. Si Traoré et Moussouanda sont aptes, ce sera eux qui vont former la défense centrale samedi. Mais si on est très honnête, on le connaît pas ce joueur-là. On connaît pas son niveau. On sait qu'il a fait un peu de Coupe d'Europe sur les 2 saisons précédentes. On sait qu'il a très peu joué depuis le début de saison. Il a joué 2 matchs. Donc physiquement, il y a cette question-là de sa forme athlétique qui se pose. Mais moi, je sais pas si mes confrères le connaissent plus que moi. Moi, je le connais pas. Donc, Et tu mettrais toi, Mathieu, Romain Thomas sur le banc? Oui. C'est pas contre lui, mais oui, tout à fait. Le titulaire indiscutable, c'est Brahim Traoré.
il va falloir aussi que Brahim Traoré retrouve un niveau plus proche de ce qu'il avait, même si c'est collectif, tout ça, si tous les joueurs sont moins bons, c'est que c'est collectif. Et puis il va falloir que effectivement ce garçon-là, Moussou N'Da, qu'on connaît pas, si vous avez pas, encore une fois, vous recrutez pas pour mercato d'hiver, c'est pas des joueurs de complément dont vous avez besoin. Surtout à des postes comme ça. Voilà, donc là c'est un titulaire. Alors sauf si le coach décide de passer dans une défense à 3, en tout cas on n'a pas d'indice qui le laisse penser, mais pourquoi pas. Après ça peut être une défense à 3 avec Romain Thomas j'allais dire libéraux, en tout cas dans l'axe de la défense à 3, pourquoi pas, il y a pas de souci, mais pour moi ça me paraît évident qu'il va jouer samedi. Je sais même plus quand il est arrivé, mais dès jeudi après-midi il faisait une séance individuelle, donc physiquement il est apte, il est opérationnel. Maintenant il manque de rythme forcément, mais de toute façon si vous le faites jamais jouer, il en aura jamais, donc faut le mettre et puis espérer que Malherbe a eu le nez creux en le faisant signer tout simplement. Ouais, puis quand on parlait de recrues aussi qui doivent apporter quelque chose, notamment en expérience et tout, pour reparler des choix qu'a fait Bruno Balthazar, on a parlé de Mandrea parce que c'était sur la feuille de match, ça s'est vu, mais il y a aussi un autre choix sur le banc qu'il a fait, c'est qu'il a sorti Mathias Autrey pour plutôt laisser de la jeunesse. Donc faut aussi faut se dire aussi que peut-être des joueurs comme ça qu'on aurait pu penser qui apportent de l'expérience dans le vestiaire ou sur le terrain, là pour le moment n'ont pas l'air de. Mickaël Le Bihan n'est pas entré en Angers non plus. Voilà, il a plutôt fait rentrer les jeunes, Gabin Thomé, tout ça. Donc c'est aussi peut-être des choses où on se dit est-ce que ces leaders vont vraiment tenir leur rôle sur la deuxième partie de saison, ou est-ce qu'il faut encore plus de 109 sur ça. Ce coach Bruno Balthazar, est-ce qu'il peut faire progresser les joueurs, le groupe actuel, l'effectif actuel? Tout coach est en capacité de le faire. Donc lui, autant qu'un autre. Encore une fois, il est là depuis une semaine, il a fait 5 séances, un match, un coach comme Moussou N'Da que moi je connaissais absolument pas. Donc il faut, pour se faire une idée sur ce qu'il peut apporter, il faut du temps. Qu'il n'a pas. Voilà. Après, donc c'est un spécialiste quand même des missions courtes, donc je pense qu'il est aussi habitué à ce type un petit peu d'exercice, d'impact effort. On a vu déjà quelques brides de séances. On essaiera d'aller en voir d'autres, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est un style quand même assez différent de Nicolas Sub. Alors peut-être dû au fait aussi parce que son adjoint maîtrise pas parfaitement le français et lui ici, donc peut-être qu'il intervient plus. Mais il a trouvé un coach qui expliquait beaucoup de choses, qui faisait aussi beaucoup de travail de positionnement tactique sans ballon. Moi, j'ai vu ça. Au centimètre près parfois. Ouais, je me suis dit, les joueurs, va falloir quand même qu'ils soient branchés très rapidement avec le coach là, parce que je me suis dit, est-ce que tu vas pas les perdre là en faisant. Mais ça va être son principal défi justement, c'est d'arriver à brancher c'est d'arriver à brancher les joueurs avec lui sur son projet à lui. Je me suis aussi interrogé là-dessus quand j'ai vu une ou deux séances. Mais ce qui était peut-être aussi un problème de Nicolas Sub, arriver à mettre les joueurs au même niveau que l'ambition du coach et le projet du coach. Moi, j'avais ce sentiment avec Nicolas Sub qu'il était habité par quelque chose dont les joueurs n'étaient pas habités. Avec Bruno Balthazar, la question va se poser aussi. Où est-ce qu'il veut les emmener ? La semaine dernière, il parle d'un jeu de possession. Pour emmener cette équipe-là en quelques semaines sur un jeu de possession, vu l'état dans lequel elle est, moi j'ai un gros doute. Donc aujourd'hui, il faut un projet clair, mission sauvetage, comment on fait ? Est-ce que ça passe par d'abord retrouver un bloc cohérent et puis être pragmatique offensivement ? C'est pas ce que propose ce coach-là visiblement, en tout cas dans ses grandes idées de jeu. Est-ce qu'il va adapter ce projet-là et ses grandes idées à l'urgence de la situation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'enjeu, ça va être de rebrancher ces joueurs-là à un projet clair, parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils ont besoin, pour moi, d'idées très simples, en fait. Et un projet commun. Je cite Bruno Balthazar, on a un effectif avec beaucoup de qualités individuelles. Je pense qu'on manque de qualités collectives. On va travailler là-dessus. À charge à lui de redonner un esprit collectif à cette équipe. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que dans tous les cas, l'équipe, même s'il a fait pas 2-3 conneries quand même, mais l'équipe sera plus forte avec Quentin Lequeuch à gauche. L'équipe sera certainement plus forte avec Yannem Villa en sentinelle, même si, faut vraiment qu'ils se remettent quand même sur de 3-4 points d'indisponibilité, et l'équipe sera plus forte avec au moins 2-3 recrues, une dans l'axe, une sur un côté. Avec Brahim Traoré également. Avec Brahim Traoré, oui, effectivement, que j'avais oublié. Donc c'est sûr, mais ça, vous le maîtrisez pas, donc faudra voir, mais ça urge en tout cas. Bon, ça s'est pas vu ce week-end, mais quand il y a un changement de coach, il y a aussi souvent plus d'énergie aux entraînements, également plus d'énergie en match, parce que les cartes sont rebattues et le remplaçant habituel peut se dire j'ai ma carte à jouer. Ça avait bien fonctionné avec Nicolas Sub il y a un an. Souvenez-vous, après cette fameuse série de 11 matchs sans victoire. Ils avaient gagné 4 matchs de suite, ce qui est exceptionnel quand un nouveau coach arrive quand même. Ça arrive jamais, ou très rarement quand même, ce genre de choses. Là, oui. Mais il faut enclencher la série face à Grenoble. C'est ça. Et puis il y a une urgence de points aussi. Il y a vraiment une urgence de points, en fait, tout simplement. Ce coach-là, il va être jugé que sur les résultats. En fait, aujourd'hui, on s'en fiche. De toute façon, visiblement, les dirigeants de Malherbe maintenant ne jugent les coachs que par les résultats. Oui. Vu ce qui s'est passé pour le précédent. Et puis aujourd'hui, vu la situation sportive, on s'en fiche de comment Malherbe joue, très honnêtement. Là, ce qu'il faut, c'est que Malherbe reste en Ligue 2.
Place à la partie consacrée à Nicolas Sub le dimanche 29 décembre à 15h13. Pendant que certains étaient au fond du lit avec une bonne grippe, le service communication du Stade Malherbe était sur le pont avec la rédaction d'un court communiqué de presse annonçant la fin de collaboration entre le club et son coach principal Nicolas Sub. Pourquoi cette décision maintenant? Les explications du président du SMC Ziad Hamoud apportées en conférence de presse, c'était le mardi 31 décembre. Nous avons, comme je l'ai dit, analysé tous les résultats. Les résultats ne sont pas au rendez-vous à l'heure où on est. Et nous avons attendu un certain temps en donnant, la chance aux équipes de pouvoir inverser la tendance. Et là, nous sommes arrivés à une situation où on s'est dit, si on voulait vraiment redonner, avec les échéances très importantes qui nous attendent au mois de janvier contre des concurrents directs, une chance de réinverser, d'inverser, la tendance, il fallait le faire maintenant pour aussi donner le temps au coach de se mettre en place et de voir venir, plutôt que de faire ça en pleine saison de match retour où ça aurait été plus compliqué pour tout le monde. Ça voulait dire un choix de se séparer de Nicolas qui est probablement pour tout le monde et moi le premier un choix compliqué à assumer. Mais nous avons regardé, le besoin d'insuffler une nouvelle dynamique positive et l'intérêt du club en premier lieu. Messieurs, madame, quelle a été votre réaction à la lecture de cette information? Gaëtan? Pas si surpris que ça. Je l'avais plutôt senti venir depuis quelques jours. Ce choix de se séparer de Nicolas Sub et de prendre un nouveau technicien. Il y avait des signaux? Ouais, c'était plutôt une intuition. J'avais l'intuition inverse dans les jours qui précédaient. Là, depuis 3-4 jours, je sentais plutôt ce courant-là, mais qui reposait pas sur grand-chose. Ma réaction, c'est que c'est déjà fini avec Nicolas Sub. Voilà, c'est la première chose que je me suis dite. C'est déjà la fin. Et c'est pas la fin, et c'est, je pense que ce qui marque les gens, c'est pas la fin d'un coach à la tête d'une équipe, c'est la fin de quelqu'un qui a marqué un club au sein de l'entité Stade Malherbe. Même s'il faut jamais dire jamais et jamais insulter l'avenir, on sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, le fait qu'il se sépare de lui à la tête de l'équipe première, ça marque forcément une grosse rupture, un gros point de rupture avec le club. Voilà, c'est ça la première chose que je me suis dite. Alors moi, c'est un peu l'inverse de Gaëtan, justement. C'est-à-dire que après Dunkerque, et au moment où Malherbe allait jouer Guingamp en Coupe de France, je me suis dit, s'ils veulent se séparer de Nicolas Sub, c'est le moment. Parce que du coup, ça va permettre d'avoir les vacances, enfin la trêve, pour trouver le nouveau coach, le mettre en place et qu'il ait 2-3 jours pour bosser et qu'après ils reprennent l'entraînement le 30 décembre comme prévu. Et justement, le dimanche matin, quand je vois que toujours rien n'était arrivé, je me dis en fin de compte, je me suis trompée et pour moi j'étais convaincue qu'ils allaient reprendre avec Nicolas Sub et qu'ils allaient au bout de leur idée en se disant c'est l'homme du projet et on le maintient coûte que coûte. Donc moi c'était plutôt l'inverse. Je me suis dit en voyant les jours passer que du coup le timing n'était plus en faveur à un changement. Autre intuition peut-être pour toi, Mathieu? Non, pas du tout. J'étais plutôt de la team Morgan. Moi je pensais qu'ici, quand j'ai vu qu'il se passait rien après Dunkerque ni après Guingamp, même si le match de Guingamp dans le contenu était, j'ai trouvé de bien meilleures factures, je me suis dit tiens non, peut-être qu'effectivement il continue avec Nico. J'ai été assez surpris effectivement du timing en fait. Plus que de l'annonce, le timing comme ça le dimanche avant la reprise. Sachant qu'on va pas se mentir, je pense que c'était quand même décidé depuis quelques temps, parce que Bruno Balthazar, ils l'ont pas trouvé entre 15h et 17h. On va pas se raconter d'histoire. Non, un petit peu, vraiment surpris du timing, même si au final ça change pas grand chose que ce soit une semaine avant ou ce dimanche-là. Et après il y a pas mal de sentiments qui s'entremêlent, notamment chez les observateurs et chez les suiveurs. Mais bon, le sentiment que maintenant, c'est vrai que Malherbe est devenu un peu un club comme tous les autres qui change quasiment d'entraîneur tous les ans. Quelque chose me dit que c'est pas fini. Je regardais quand même depuis 2018. Si je compte l'intérim de Fabrice Vandeput et de Patrice Sauvaget, ça en fait 10 avec Bruno Balthazar. Après en avoir consommé 2 en 13 ans. Donc Franck vraiment, Dumas changement et Patrice Garand de 2005 à 2018. Donc vraiment, ça démontre. C'est pas question de dire que moderne. tout était bien avant et tout est mal maintenant. C'est absolument pas ça. Mais c'est juste de dire que ce Stade Malherbe, c'est plus du tout le Stade Malherbe des années 2000 et 2010. Ouais. Et je pense qu'aussi c'est pour ça, on y reviendra peut-être plus tard, que les gens aussi. Mais c'est ça qui déchaîne les passions ont manifesté autant de mécontentement, parce que au final un coach qui part, malheureusement ça arrive, mais c'est vraiment que c'est un club
Et puis bon, c'est vrai qu'aussi, il y a eu quand même quelques déclarations comme quoi Nicolas Sub s'inscrira sur la durée. Ça, c'était fin septembre. Fin septembre, je sais qu'aussi... c'est quelqu'un qui a compté et qui va compter. Oui, voilà, les supporters ont pris un malin plaisir à ressortir cette... mais moi, ça, je suis... le côté stabilité aussi. Il y avait aussi ça. Ça, je suis partagé, moi, là-dessus, parce qu'en fait, des déclarations comme ça de principe, en fait, dans l'histoire du foot, dans l'histoire de Malherbe et dans l'histoire de tous les clubs, il y en a toujours eu de la part de tous les dirigeants, des déclarations de bonnes intentions, l'envie que Nicolas Sub s'installe et compte. Et en fait, reprendre des déclarations à l'instant T pour les remettre 6 mois après, je trouve ça compliqué. Enfin, en fait, ça se fait dans tous les clubs, ça se pratique dans tous les clubs. Et je trouve ça difficile d'en vouloir spécifiquement à Ziad Hamoud d'aujourd'hui, puisque tout le monde le pratique, en fait, dans le foot d'aujourd'hui. En fait, pour moi, il pouvait pas utiliser, je sais pas, à l'époque, la langue de bois pour s'éviter justement ce genre de formule. Alors, on lui aurait reproché. Surtout, il l'a bien utilisé. On lui aurait reproché de faire de la langue de bois. C'est pareil, l'histoire du communiqué. Ok, le communiqué, il est froid. Il est très froid parce que c'est un communiqué qui concerne Nicolas Sub, qui est quelqu'un qui a profondément marqué l'histoire du Stade Malherbe. S'ils avaient fait un communiqué de 3 pages pour dire Nicolas Sub est magnifique, il a fait des grandes choses au Stade Malherbe, on les aurait taxés d'être faux cul. Et puis apparemment ça a été vu avec Nicolas Sub, avec le principal intéressé, d'après les propos du président. On parle d'un communiqué de fin de collaboration. Derrière, il y a une conférence de presse où Ziad Hamoud a dit un mot sur Nicolas Sub. On en pense qu'on en veut, mais en tout cas, je trouve ça très compliqué dans un communiqué de fin de collaboration de rendre hommage sur 3 ou 4 pages à quelqu'un. Le communiqué, dans un contexte comme ça, quoi. Il était très laconique, mais dans un contexte comme ça, je mets ma main à couper que s'ils en avaient fait trop, on leur aurait dit vous en avez fait trop. Dans tous les cas, tous les communiqués de presse du SMC font généralement 4-5 lignes depuis des années. Oui, et puis là il y a le contexte, on va pas se mentir, je pense pas que les équipes de com de Malherbe étaient dans la confidence depuis une semaine. Donc je pense aussi qu'il a fallu aller vite, parer au plus pressé pour sortir ça, parce que comme il fallait officialiser le nouveau coach, il y avait une question de timing. Non, mais ça, l'histoire du communiqué, c'est vrai que c'est je dirais que c'est maladroit, mais en fait, c'est qu'une question de forme. Oui, mais c'est maladroit dans le fait que, comme c'est fait la veille de l'entraînement, tout est un peu précipité, vous prévenez pas vos équipes en interne, donc il n'y a rien qui est anticipé, vous faites ça un peu à l'arrache, et ça change pas la nature de la décision. Donc le communiqué, il est comme il est, et puis voilà, c'est... Après, oui, je pense que ça a quand même surpris pas mal de gens, pas mal de supporters. Voilà, je pense que beaucoup de gens s'y attendaient après peut-être Dunkerque, peut-être Guingamp, parce que c'était le début des vacances, et on se dit, tiens, on va partir là-dessus. Là, il y a une semaine de vacances, c'est la période de Noël, peut-être que beaucoup de gens pensaient aussi à autre chose, bien naturellement, et là tout d'un coup, moi je vais prendre mon exemple, mais c'est caricatural, mais c'est ça, moi je sors pas avec des amis, t'es entre le fromage et le dessert, c'est ça, et tu prends ton truc et ça tombe. Attends, ils font quoi là, c'est quoi le délire là? Et là dans la foulée, t'as même pas eu le temps de penser à Nico Sub que tu vois le nom de Bruno Balthazar 3 heures après. Non, le nom de Bruno Balthazar, il apparaît dans des médias polonais. Moi j'ai même pas vu que Nico est débarqué, que j'ai déjà vu un tweet d'un journaliste polonais annonçant Bruno Balthazar. Donc je me dis, attends, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est la somme de tout ça qui fait que c'est très brutal pour les supporters. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Il y est pour rien si c'est un entraîneur étranger, mais ça participe quand même dans l'imaginaire des gens. Vous remplacez Nicolas Sub, qui est une icône du club depuis 25 ans, par un entraîneur portugais qui évolue en Pologne, inconnu, que personne ne connaît, qui change de club tous les ans. Voilà, vous annoncez ça à la veille du jour de l'an, quelques jours après Noël. Pour moi, ce qui est très brutal pour les supporters, c'est ce sentiment un peu de perte d'identité du club. Et ce qui rattachait peut-être encore les gens principalement à l'identité de ce club, c'est Nicolas Sub, parce qu'en phase 2, jusque-là, ils ont quoi? Ils ont une équipe sur le terrain qui renvoie pas aux valeurs du Stade Malherbe à leurs yeux, ses supporters. Ce qui maintenait un petit peu le lien, c'est Pierre-Antoine Capton, producteur Trouvillé, qui a géré le rachat du club. Qui a 20% des parts du Sauf qu'aujourd'hui, SMC. Pierre-Antoine Capton, il a perdu de l'influence au sein du club puisque le club a été racheté par la famille Mbappé et qu'aujourd'hui, contrairement à hier, le propriétaire qui détient 80% agit comme quelqu'un qui a 80% du club, c'est-à-dire qu'il décide, il choisit, il met en place ses équipes. Et donc, vous avez pour moi ce mélange de sentiments, comme Mathieu le disait, et surtout cette perte d'identité croissante du club. On parlait des 2 entraîneurs en 13 ans, mais c'était une bizarrerie à l'échelle du foot moderne. Mais c'était une bizarrerie qui plaisait aux gens à Caen. Et aujourd'hui, effectivement, depuis 5-6 ans, Malherbe est devenu un club standard à l'échelle du foot moderne. Ouais, puis sans faire offense à Bruno Balthazar, mais c'est vrai que je pense qu'aussi dans ce que se disent les gens, moi la première, c'est-à-dire de se dire remplacer Nicolas Sub avec, comme tu disais, tout ce qu'il représente pour ce club, par quelqu'un qu'on ne connaît pas, et sachant le nouveau propriétaire qui est à la tête du SMK, on se dit finalement finalement c'est ça leur premier nom. Ça paraît aussi surprenant en fin de compte ce choix par rapport à si on met tous ces trucs là à la suite, quoi. Est-ce que c'était écrit d'avance selon vous, la future fin de collaboration entre Nicolas Sub et le SMC, Mathieu? Oui.
Oui, je pense que c'était écrit d'avance. Ziad Hamoud a dit que non. Alors bien entendu, il a eu des résultats pendant 6 mois. En fait, il y a plusieurs choses. Si on s'en tient seulement au volet entraîneur et pas l'homme et ce qu'il représente, voilà, l'entraîneur, si vous prenez les résultats depuis le mois d'août, les résultats ils sont pas bons. Donc vous vous séparez de l'entraîneur, ce qui peut paraître une décision logique. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est, j'entendais, je crois que tu l'as mis dans l'extrait, Ziad Hamoud, il expliquait, oui, on a laissé la chance aux équipes de rétablir la situation. Ok, très bien, mais alors, c'est pas lui, Ziad Hamoud, parce qu'il décide pas de tout ça, c'est le représentant des propriétaires, mais qu'est-ce que les propriétaires ont fait pour mettre leur entraîneur, en l'occurrence là, Nicolas Seub, dans les bonnes dispositions? Eux vont dire forcément qu'ils l'ont mis dans les bonnes dispositions. Maintenant, forcément, il y a les échos qui nous arrivent un petit peu de l'autre côté. Et donc, on nous dit que depuis que Nicolas Seub est en poste, donc bien avant que d'ailleurs Kylian Mbappé prenne le contrôle du club, que 90% des demandes de Nico concernant l'effectif, le staff, les gens qui doivent l'épauler ont été refusés. Donc après, il y a deux courants. C'est oui, on peut dire, bah oui, on l'a laissé pendant 6 mois, il n'a pas eu de résultat, donc vous êtes gentil, mais maintenant, voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait vraiment pour, encore une fois, on en a répété, je pense, un nombre de fois incalculable dans cette émission-là, qu'est-ce que tu as fait vraiment pour l'épauler au quotidien? C'est quoi les actes concrets? Dis-moi les actes que tu as fait concrètement pour l'épauler. Alors, c'est pas toute la responsabilité des dirigeants actuels qui, une nouvelle fois, prennent le club très tard, certainement trop tard, et qui se retrouvent avec une saison galère à gérer. Bon, c'est encore pas toute leur faute, parce qu'encore une fois, les 6 mois d'avant n'ont certainement pas été bien gérés. Les responsabilités, elles sont partagées. Mais comment Nicolas Seub, en plus, qui passait son diplôme, je pense que ça a eu un lien, parce qu'il était quand même absent très souvent, que pour moi, le staff, alors peut-être que Nicolas Seub est aussi responsable, mais le staff n'a pas été assez renforcé pour combler ça. Il y a pas mal de choses, et voilà, et puis moi je pense que sur Nico ça n'a pas été bien épaulé. Alors j'espère qu'avec parce que on souhaite toute la réussite du monde à Bruno Balthazar et qu'il soit l'entraîneur du Stade Malherbe sur les 10 prochaines années, ce qui serait à mon avis très bon signe pour Malherbe. Mais un coach, tu peux pas juste le dire bah tiens vas-y va entraîner les gars et puis débrouille-toi. Bon, sachant que les principaux responsables c'est les joueurs, et il y en a beaucoup je pense qui ont peut-être du mal à peut-être un peu se regarder dans la glace par rapport aux performances qu'ils font et comment ils se sont investis sur le terrain et aux entraînements. Le bilan de Nicolas Seub depuis l'été dernier, 6 victoires dont 2 en Coupe de France, 3 nuls et 10 défaites. Il est pas bon, il est pas bon, et encore une fois, tout entraîneur de Malherbe 16e sur 18 en Ligue 2, à mon sens, aurait été limogé à la trêve avec de tels résultats. Pour moi, ce qu'on peut regretter profondément, alors je dis c'est moi en tant que suiveur de Malherbe, mais surtout les supporters, c'est de pas avoir vu Nicolas Seub dans un contexte totalement propice à la performance. Et l'autre chose qu'on peut peut-être regretter, c'est de ne pas avoir vu Nicolas Seub à la tête de cette équipe avec 5, 6, 7 ans d'expérience en tant qu'entraîneur, parce que il y a le contexte qui n'était pas forcément propice, le rachat tardif, le mercato inachevé d'été, les blessés, même si tout entraîneur fait face à des blessés, mais il a quand même fait face à 3-4 absences majeures sur les 5-6 derniers mois. Donc il y a une somme de choses. Mais il y a aussi, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que j'ai pas beaucoup d'exemples dans le foot français, ça existe, je dis pas que ça n'existe pas, d'entraîneurs qui ont une promotion interne et qui dirigent leur première équipe professionnelle comme toute première expérience. Il a été promu contre Bastia en fin d'année dernière, sans aucune autre expérience dans le milieu professionnel, et ça compte quand même l'expérience pour gérer des situations de crise, de résultats, comme celle à laquelle il a fait face la saison dernière. Il l'a très bien relevé. Cette saison, il n'a pas réussi. Mathieu parlait de ses absences. Moi, je suis profondément convaincu, et je pensais pas que ce serait à ce point-là, que ces absences liées à son diplôme, il y est pour rien. Mais je suis profondément convaincu que ça a impacté aussi la qualité de ce qui s'est fait sur le terrain, et du coup la qualité du message qu'il a pu déployer, sans qu'il en soit responsable, parce qu'il a un diplôme à passer, il doit être absent 1 semaine par mois, ok. Mais ça impacte quand même les effectifs, ça impacte quand même la relation entraîneur-entraîné, forcément. Et son manque d'expérience aussi a pu impacter à mes yeux aussi ses performances. Et c'est logique, tout entraîneur qui commence dans le milieu professionnel, forcément, a des choses à apprendre. Il était au contact de Francis Gillot et d'autres formateurs. Il apprenait des choses chaque semaine, et il s'en cachait pas. On avait des discussions très intéressantes avec lui sur ce sujet-là. Mais je pense que la somme de tout ça, le contexte pas favorable, et aussi le fait que c'est un début de carrière d'entraîneur pour lui, ont profondément compliqué les choses. Ok pour son manque d'expérience, mais il a voulu ce poste-là. Fin 2023, non, il s'est positionné clairement il a pour clairement prendre les rênes de l'équipe. Il a clairement voulu dans ces conditions-là. Après, la donne, elle a changé quand même dans l'été. On parlait des multiples entraîneurs qui se sont succédés depuis quelques années à Malherbe. Pendant que Stéphane Moulin était là, pendant 1 an et demi, avant que ses relations se détériorent à vitesse grand V avec Olivier Piqueux, jamais, à aucun moment, personne ne s'est posé la question à l'extérieur du club, est-ce que Stéphane Moulin va être débarqué? Je rappelle quand même que Stéphane Moulin, quand il arrive, à un moment, l'équipe est 16e ou 17e, 1 sur 20. Il y a eu, après, bien sûr, les résultats, mais
ça n'a jamais traversé l'esprit de personne. Les 6 premiers mois de Nico Sub, quand c'était Pierre-Antoine Capton le patron, on va dire ça comme ça, bon, les résultats étaient là, mais ça n'a traversé l'esprit à personne que Nicolas Sub, parce que s'il n'y a pas que des questions sportives, il y a des questions d'image, d'ego, machin. À partir du moment où le club est passé sous contrôle de la famille Mbappé, je crois que ça m'a pas mis 24 heures pour que le premier nom circule. C'est pas de la responsabilité forcément de la famille Mbappé qui dirige le club, mais comme de par hasard, il y a un sentiment qui se diffuse de se dire un climat, une ambiance. Et alors je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient des propriétaires? Est-ce que ça vient de gens qui se disent tiens, on va se faire du beurre sur leur dos en balançant des rumeurs à droite à gauche? Et ce climat-là, il est pas bon. Les joueurs pour moi, les joueurs le ressentent très clairement. Les joueurs, bon, des fois, ils naviguent un peu entre les lignes. Ils vont voir un peu où le vent les porte. Et je trouve que là, très clairement, la direction, elle a pas joué son rôle. Encore une fois, elle est arrivée tardivement. Pour moi, elle a complètement raté sa prise de pouvoir du club en termes de communication, à attendre diplôme pour communiquer, pour finalement faire un truc où vous sélectionnez les médias et vous n'avez pas le droit de faire de photos, machin. La plupart des gens ont même pas compris qu'ils avaient communiqué, parce qu'ils se posent encore la question si un jour ils vont prendre la parole. Donc là, ils sont complètement plantés. Ils ont rectifié le tir là pour Bruno Balthazar en faisant une vraie conférence de presse. Preuve en est, il y avait une dizaine de médias, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'y avait pas eu tant de médias. Le record de cette année en Tout le monde avait été invité. Mais oui, non mais c'est des petites choses, mais voilà. Parce que c'était le 31 décembre, le réveillon, la fête. Un 31 décembre, en plus il y avait du monde. Donc là-dessus, pour moi, ils n'ont pas assez soutenu leur coach, qui se trouve être Nicolas Sub. Alors il y a le côté, mais ils l'ont pas assez soutenu. Et je pense que Bruno Balthazar, j'espère, et je pense qu'on y viendra aussi après par rapport à la personne qui l'a fait venir, il sera beaucoup plus soutenu, parce que s'il n'est pas soutenu, il ira droit dans le mur comme les autres. Et au bout d'un moment, quand vous changez 10 fois de coach en 6 ans, c'est qu'il y a un problème plus profond que de savoir que t'as pas gagné le week-end ou que savoir que c'est Mbappé ton propriétaire ou Pierre-Antoine Capton. C'est que tu mets un interne, tu n'as pas tous les ingrédients pour performer. Savez-vous comment va Nicolas Sub? Non, très honnêtement, non. Parce que le Stade Malherbe, c'est sa deuxième vie, sa deuxième famille. On l'imagine forcément très touché. Il va pouvoir terminer son diplôme d'entraîneur professionnel, mais il est forcément très touché par la situation. Ça le rongeait en étant en poste de ne pas réussir à faire basculer ce Stade Malherbe dans quelque chose de plus positif. Ça le rongeait aussi de se dire, avec les mêmes joueurs que la saison dernière, j'arrive pas à faire les choses que j'ai fait la saison dernière. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Encore une fois, le contexte a beaucoup changé, effectivement, et comme disait Mathieu, se sentir soutenu à 100% en tant que coach, c'est primordial quand même pour pouvoir développer ses idées, pouvoir développer son football. Je suis pas convaincu qu'il l'était à 100%. Il y a quelques demandes auxquelles ils ont accédé, l'arrivée de Jean-Marc Branger en tant que référent athlétique. Je sais pas dans quelle proportion il a été entendu ou non, très honnêtement. Je sais qu'il a pas été entendu sur tout, Nicolas Sub, notamment ses demandes par rapport au mercato d'été de l'été dernier. Et moi, j'aurais encore une fois aimé beaucoup le voir à ce poste-là, avec une équipe qui répond à ses attentes et dans un climat club beaucoup plus favorable. Et j'aurais aimé voir ce qu'il est capable de faire, sans être non plus dans l'urgence, parce que le regret que j'ai, c'est qu'on n'aura même pas vu Nicolas Sub sur une saison entière au Stade Malherbe. Ouais. On l'aura vu 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. Et on peut même pas le juger sur une saison entière à la tête de ce club-là. Rappelons quand même qu'il avait réussi à hisser le club à la 6e place de Ligue 2, 16e au départ, 42 la points, saison 23 précédente. Mais parce que tout le monde tirait dans le même sens, et notamment les joueurs. Mais dès que ça s'est terminé la saison, il y a déjà un tiers des joueurs qui pensaient qu'une seule chose, c'est partir. On peut leur en vouloir ou pas parce que c'est humain. Il y a d'autres joueurs, mine de rien, qui ont moins joué avec Nico, qui étaient toujours dans l'effectif, donc visiblement ils ont pas dit non plus que du bien de lui. Bon bah c'est aussi chacun de sa façon. Et cet effectif-là, comme le club, il a été racheté. En fait, l'effectif, je pense qu'il fallait le renouveler dès cet été, mais quasiment de 50% si c'est pas plus. Ça n'a pas pu se faire parce que déjà, vous êtes contraint financièrement, même si ça c'est de la responsabilité du club qui visiblement ne sait pas gérer son argent, ou qui, quand tu gagnes 1 euro, en dépense 2. Et puis après, le rachat du club a tout paralysé et du coup, tout est parti. Donc là, très clairement, il y a eu un enchaînement de mauvaises choses qui aboutissent à son départ. Mais en tout cas, moi, j'avais rarement vu autant de réactions négatives de gens que je considérais, parce qu'on dit toujours sur les réseaux sociaux, c'est des énervés et tout. Là, j'ai vu des réactions de certaines personnes, sans les connaître personnellement, je les connais, que je qualifie de calme, montrer autant de mécontentement et le pire maintenant de désintérêt vis-à-vis du club, même si ça s'est pas manifesté vendredi parce qu'il y avait encore vachement de monde. Il y avait 15 000 personnes. Et qu'au final, j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt correcte, mais attention quand même
à vouloir faire une politique comme ça, à pas perdre le seul truc qui tient encore la route à Malherbe, c'est le soutien du public et les affluences. Ils avaient dit quand ils sont arrivés, les nouveaux propriétaires, ça fait partie des arguments qu'ils ont poussé à acheter. On sera vigilant à l'identité normande et à l'ADN du club. Il faut absolument que ce soit suivi d'actes et que ce ne soit pas que des mots. Là, ce qui vient de se passer, ça va pas dans ce sens-là, clairement, mais ça renvoie à une décision sportive, à une situation sportive. Par contre, ça s'entrechoque effectivement avec cette identité normande. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui raccroche ce club à cette identité. Quand Patrice Garande, en Ligue 1, avait 15 points à la trêve, personne ne se posait la question de son départ ou pas. 15 points. Il y a même Xavier Gravelaine, le jour de la trêve, qui vient en conférence de presse dire on prolonge Patrice Garande, j'en souviens bien. Mais parce que la salle de presse médusée et le mec de l'équipe qui dit putain mais lui c'est vraiment il nous raconte vraiment des conneries, il se fout vraiment de notre gueule et tout. Parce que vous aviez une unité au niveau du club et en fait un discours clair des dirigeants. Ziad Hamoud récemment, lors de ses conférences de presse, a dit moi je suis pour qu'on instaure de la stabilité dans ce club-là à travers notre projet. Ils sont arrivés depuis 6 mois, donc on va leur laisser le temps, mais on va voir, ça va être la clé aussi des années à venir. On va parler dans quelques minutes de l'arrivée de Reda Hamache. Ils ont fait des choses. Il y a eu l'arrivée de Gérard Prêcheur comme directeur technique, il y a un directeur général qui a été nommé. On voit des pièces qui remplissent le puzzle petit à petit, mais il faudra voir dans la durée s'ils sont capables aussi d'installer une équipe et un staff technique pour faire durer cette équipe et lui donner une identité. Ouais, et par contre, je dirais juste par rapport à ça, c'est vrai qu'ils ont un projet qu'on peut pas juger parce que ça fait que 5-6 mois et que c'est impossible et qu'il va falloir du temps. Mais de l'extérieur, on a l'impression que c'est un projet, je vais la qualifier Mbappé, et qu'ils auraient repris Nîmes ou le Red Star, ils feraient exactement la même chose. Ça veut pas dire que c'est un mauvais projet. Ça veut dire pour moi que c'est pas un projet Malherbe. C'est un projet Mbappé qui mettent à Malherbe parce qu'ils ont racheté ce club-là, mais pour X raisons, finalement, ils auraient racheté le Red Star, ils feraient exactement la même chose. Et très clairement, la greffe, elle a pas pris avec les supporters. Et contrairement à ce qui s'est passé il y a 4 ans avec Octree, parce que Pierre-Antoine Capton s'était propulsé en première ligne avec une belle histoire bien racontée, même si elle était en partie vraie, il n'y a pas de souci, et que vous aviez pris à l'époque Olivier Piqueux et même qu'il y avait Yoann Odeline qui étaient des anciens joueurs, bon finalement ça n'a pas fonctionné pour X raisons, mais à l'époque ça avait pris quand même ce projet-là, au tout départ. Là, dès le départ, les réactions, elles ont pas été bonnes, pour différentes raisons. Et en plus, il y a le sentiment, ils ont beau dire que oui, ils sont vigilants à l'identité, mais ils ont leur idée, leur projet, qui est peut-être très très bien et qui donnera peut-être des résultats dans 6 mois, 1 an, 5 ans, mais c'est pas un projet Malherbe. C'est un projet Mbappé que tu mets dans un club X. Il ne faut pas craindre une perte d'identité. Dans le cahier des charges du nouveau coach, il y a cet équilibre entre le jeu et l'ADN du club, a répondu Ziad Hamoud ce mardi 31 décembre en conférence de presse. Je sais pas ce que ça veut dire dans les faits. Non mais le coach, ça se trouve c'est un très bon coach, il faut lui laisser du temps et tout, mais dans tous les cas, quand vous virez un mec qui a passé 25 ans au club et qui a quasiment tout fait dans le club, vous perdez en identité. Que vous avez beau faire tout ce que vous voulez derrière, c'est... Et puis ce coach-là, il représente pas la stabilité dont on parlait. Enfin, quand on prend un coach qui, comme tu l'as dit Joris, ça fait 14 clubs en 13 ans ou quelque chose comme ça, ouais, une dizaine de clubs. En moyenne, un club par an, ça représente pas non plus la stabilité. Il y a mieux. Enfin, voilà. Sur le papier, en tout cas, peut-être que comme. Et encore une fois, ça se trouve dans 5 ans, il sera encore là et il aura fait monter Malherbe en Ligue 1. Peut-être même en Coupe d'Europe. Et peut-être même en Coupe d'Europe. Non, mais en tout cas, il nous a fait fi de cette petite phrase là qui a été beaucoup repris par les médias nationaux. Il a fait vraiment très bonne impression en termes de com. Alors la com, ça rapporte pas de points. Ça peut en faire en perdre, mais ça rapporte pas. Non, mais pour le coup, voilà. Mais il a fait une très très bonne impression. Un étranger qui parle très très bien français aussi, avec du vocabulaire assez large aussi, ça c'est pour le coup ça compte aussi. Non, bien sûr, il a fait très très bonne impression, même après le match, moi j'ai trouvé qu'il a été assez honnête sur 2-3 questions qu'on lui a posées, et donc non, je trouve que là-dessus il est pas loin du sans faute. Mais visiblement, comme son prédécesseur, il ne sera jugé que sur ses résultats. L'équipe en a besoin de façon urgente, et donc du coup lui aussi, parce que faut pas penser au pire, mais il se passe quoi si tu perds tes 3 prochains matchs, quoi. Après, moi je néglige pas une chose dont les dirigeants nous ont fait part. Le vrai jour 1 du lancement du projet Mbappé au Stade Malherbe, c'est l'été prochain. Et je pense qu'ils sont arrivés en septembre, très tard, trop tard pour cette saison-là. Ils auraient aimé, peut-être pas eux, mais Pierre-Antoine Capton aurait aimé qu'ils arrivent avant. Ils sont arrivés un peu trop tard pour cette saison-là et pour qu'il y ait de la sérénité qui se diffuse rapidement sur cette saison-là. Mais le vrai lancement de leur projet, c'est l'été prochain. Je dis pas que Bruno Balthazar ne sera plus là l'été prochain, mais en tout cas, il faut avoir ça en tête potentiellement. Pour se dire que cette saison-là, c'est plutôt celle d'une urgence à gérer, en vue du vrai lancement du projet. Ah, puis je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que ça se passe aussi mal à l'heure actuelle en termes de résultats. Faut espérer qu'ils s'attendaient pas à ça, mais non, mais voilà, ils se retrouvent. Après, ils savaient, dans l'extrait que tu as diffusé, Joris, Ziad Hamoud dit c'est une décision compliquée à assumer, le départ de Nicolas Seub. Ils savaient, je pense qu'ils savaient très bien en prenant cette décision-là
que on n'allait pas leur envoyer des fleurs. Enfin, je dis on, c'est pas moi, c'est les supporters du Stade Malherbe. Ils savaient très bien que ça allait être très 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 impopulaire. Donc s'ils l'ont pris cette décision-là, c'est qu'ils estiment qu'il y a une urgence sportive. Quand on regarde le classement, a priori, on peut pas les contredire. Par contre, encore une fois, ça s'entrechoque avec l'ADN de ce club-là. Rouge et bleu, le coup de cœur. On a une nouvelle rubrique depuis le début de la saison, soit un coup de gueule, soit un coup de cœur. Allez, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Place à l'éclaircie délivrée par Gaëtan Briard, à contre-courant de la morosité ambiante. J'espère que ce sera de la douceur, c'est le temps qui le dira. Ça concerne l'arrivée de Reda Hamache au poste de responsable du recrutement et à terme de directeur sportif. Parce que je pense que pour le coup, le club a eu la bonne idée de solliciter quelqu'un qui a de la compétence, qui a les idées claires dans son domaine et surtout, avec cette arrivée-là qui n'a pas encore été officialisée, je pense que ce club-là va enfin remettre un vrai directeur sportif à ce poste-là et que le directeur sportif va gérer le recrutement et on peut espérer à terme qu'il va le gérer de pair avec un entraîneur qui l'écoutera, il répondra à ses demandes. Reda Hamache, donc il est pas encore là mais il est déjà là. C'est-à-dire que il travaille déjà dans l'ombre. Ça aussi c'est ton intuition? Non, ça c'est pas de l'intuition. C'est plus que de l'intuition là. Il travaille déjà d'arrache-pied sur le mercato d'hiver, donc il pourra être aussi lui en partie jugé là-dessus. Il a contribué au dossier du nouvel entraîneur. Donc c'est quelqu'un qui a déjà des responsabilités, c'est quelqu'un que Kylian Mbappé connaît très bien, un des scouts qui a contribué à son arrivée à l'AS Monaco. Au moment où il aurait pu signer à Caen, voilà. Kylian. Et donc ça participe aussi au fait que, comme on l'a souligné, le projet Mbappé pour le coup a du sens puisque toutes les personnes qui sont arrivées et qui ont des responsabilités jusque-là ont un lien avec Kylian Mbappé. Gérard Prêcheur qui a été son formateur à l'INF, Ziad Hamoud, ils se connaissent très bien, il a géré sa société d'image et donc effectivement il s'entoure plutôt de personnes de confiance. Moi ce que j'aime bien dans cette arrivée, même si on peut pas encore juger, c'est que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans des clubs peut-être moins huppés, Nîmes et le Red Star, et j'espère, parce que c'est aussi un des nœuds du problème depuis quelques temps à mes yeux, j'espère vraiment qu'il va y avoir une politique claire de recrutement, une stratégie de recrutement pour l'avenir, de concert avec l'entraîneur. C'est quand même un sacré coup de l'avoir fait venir, parce que c'est quelqu'un quand même qui a une cote assez importante dans le milieu du foot. Le propriétaire de l'OL voulait le faire signer il y a un an et demi. D'accord, ouais, j'avoue que j'avais pas cette info-là, mais sachant que le Red Star c'est son club, parce que c'est un gamin de Seine-Saint-Denis. De Saint-Denis plus exactement. Ouais. Exactement, qui racontait dans un papier précédent qu'il voyait la maison de sa maman, je crois, de la fenêtre de son bureau au Red Star. Donc bon, il y a beaucoup d'incertitudes autour du Red Star, qui est un club qui doit être racheté aussi, parce que le fonds d'investissement qui le détenait a mis la clé sous la porte. Ça renvoie aussi à la solidité des actionnaires actuels du Stade Malherbe qu'il faut quand même souligner. Donc c'est très très fort. Moi je suis assez hypé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une vision du foot assez claire, qui a réussi son réseau. J'ai hâte de le voir en tout cas avec ce Stade Malherbe. Alors bon là, ici prochainement, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais notamment l'été prochain, si par bonheur pour les supporters de Malherbe, Caen arrive à se maintenir en Ligue 2, je serais très curieux de voir vraiment si on confie vraiment les clés à Reda Hamache, et je pense que ce sera le cas sur le plan sportif. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ce club ? Parce que je suis déterminé que dans un club, il y a deux personnes importantes, c'est qui recrute et qui coach. Donc là, qui recrute, on va le savoir, c'est Reda Hamache. Qui coach aujourd'hui, c'est Bruno Balthazar. On verra s'il est là toujours l'été prochain. Et moi, quand c'est très clair à ce niveau-là et qu'il a la compétence sur ces deux postes, en général, ça peut aller très très vite. Pour compléter, c'est aussi que à l'arrivée du projet, on s'est tous posé beaucoup de questions sur où ça va, comment ça avance, etc. Et je trouve aussi que l'arrivée de Reda Hamache dans cette situation-là, dans ce contexte-là, où ça met du temps à être officialisé, mais que malgré tout, il a déjà bossé sur de nombreux dossiers en amont, ça montre que quand même le club bosse, voilà, même s'il met parfois du temps à annoncer les choses, qui bosse et justement l'exemple aussi de l'arrivée de Bruno Balthazar, oui la décision de se séparer de Nicolas Sob n'était pas simple, mais le fait d'avoir tout de suite un remplaçant, quand bien même le CV, quand bien même ce qu'il va apporter, on verra bien, et ben ça montre que voilà, on n'a pas laissé le poste vacant comme ça en se disant juste on se sépare et on verra bien quoi. En fait on voit bien, sans parler du coach, on voit bien que le club quand même se structure considérablement depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires à tous les postes, directeur général, directeur technique, directeur sportif, président. On voit bien que ça se structure et que ça bosse, et c'est plutôt prometteur pour l'avenir quand même, parce que des nouveaux propriétaires qui investissent à 80%, moi ça me choque pas et ça paraît même plutôt cohérent qu'ils aient un projet et qu'ils mettent des hommes en place. Donc moi ça a tendance plutôt à me rassurer pour l'avenir. Par contre il y a 6 mois à gérer, il y a une urgence à gérer avant de mettre des vraies choses en place. Il manque juste une équipe qui gagne. Qui marque voilà, des buts et qui gagne. Un petit détail dans le foot, ouais. Un petit 1-0.
Allez, place à la devinette du jour. On va pas parler de foot, non. L'idée aujourd'hui, c'est de connaître vos connaissances en portugais. Tout au ben. Et c'est décidé. On démarre fort l'année. Tant que le coach sera en poste à Malherbe, on va apprendre lors de chaque podcast un nouveau mot de portugais. Ça vous va ? Ça Très va. ludique. Alors si je vous dis, s'il vous plaît, c'est facile ça. Por favor. Ah, comme en C'est comme en espagnol. espagnol, en fait. Apparemment. Putain, T'as l'air calé Attention. aussi. la gueule du Attention. prof, quoi. Si, j'ai vérifié sur plusieurs sites. Bonjour, mais c'est le bonjour qui est utilisé jusqu'à environ 13 heures. Bon dia. Bom dia. Bon Oh, dia, c'est à peu ouais. près ça. Ouais, bon dia. Et je vous en glisse un autre, comme ça vous pourrez faire le beau ou la belle auprès du coach. Je ne fais que regarder, on dit Estu apenas Holando. Bon, voilà, si vous allez voir un entraînement, vous pouvez dire Ah oui, Je ne fais Bruno, que regarder. Estu J'allais apenas dire dans quel Holando. contexte, dans quel Par contre, contexte je j'ai peux dire pas- ça, même en français au J'ai coach. pas le mot entraînement. Alors à vous de le chercher, mais ça Ils pourrait ont eu faire la bonne bien. idée de prendre un coach parfaitement francophone. Ah, une belle- Moi, je vais lui parler en français, ça sera Ouais, bien. mais c'est je pour pense, créer une ça. connexion, un pont Ouais. avec le coach qui est portugais. Il va vite voir la supercherie, je pense. Les autres formations malherbistes également à l'honneur dans cette émission. En N3, le SMC va jouer ce samedi 11 janvier à Wassel. Les Sénomarins sont 3e de N3, alors que les joueurs de Romain Leroux figurent à la 9e position. Et puis chez les féminines, l'équipe de Détroit ne disputera qu'un seul match de championnat au cours du mois de janvier. Ce sera le 19 sur le terrain de Brest. Et ça va mieux pour les filles de Chloé Charlot qui ont donc, aligné 2 victoires de suite Ouais. contre QRM au mois de décembre et toujours au mois de décembre face à Contre Brétigny Rennes. C'est ça, ouais, ils ont Alors, fait une remonte au classement. belle opération avant la trêve, c'est plutôt pas mal. Elle joue en coupe, je crois, avant le championnat. Coupe de Normandie, bah oui, du coup, elles sont éliminées de la Coupe de France. Donc, c'est Coupe de Normandie, ouais, le week-end prochain, si je me trompe pas. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission, fin du match. Merci à vous, merci à nos podcasteurs d'avoir participé à ce 39e numéro de Rouge et Bleu, Mathieu Billot de Foot Normand, ainsi que Morgane Huguen et Gaëtan Briard de Ouest France. Merci. Également Merci à toi, Joris. aux auditeurs de nous écouter sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Le prochain numéro de Rouge et Bleu sera disponible dès le lundi 20 janvier. Et merci pour tout, Nicolas Saub. Eh ben écoute, transition toute trouvée pour conclure. Vive le foot, vive la Normandie, vive les héros et les légendes vivantes. Et allez Malherbe!